Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition du journal sur la chaîne de référence Antenne A. Mais avant tout développement, découvrons le principal titre. Après une nuit très agitée, le calme est revenu dans la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Suite à l'incursion du groupe rebelle CPC 64, les assaillants ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les pluies sont de retour à Kinshasa avec toutes ses conséquences sur les vécus quotidiens des Congolais. Les chaussées sont inondées à l'exemple de la route Matadi. Délabrée, la route a cédé la place aux eaux de pluie. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette grande session d'information. Direction Sud Kivu, le calme a repris à Bukavu après bien sûr la panique observée la matinée de ce mercredi 3 novembre 2021 dans cette ville suite à l'incursion du groupe rebelle CPC 64. Les bilans des affrontements fait état de 6 assaillants neutralisés et 3 décès. Côté armée congolaise de l'État avec Junior Kaniki. La panique a été que pour quelques heures, suite à l'incursion du mouvement rebelle CPC 64, dont la nuit de mardi 2 à mercredi 3 novembre 2021, dont le chef-lieu de la province du Sud Kivu. On a vécu une catastrophe événement vraiment parce qu'on était ici depuis 5 heures, comme je peux le dire. Il y avait un drapeau que, si ce sont les milices, si ce sont les, je ne sais pas si ce sont les rebelles, ils ont fait monter un drapeau là, ils écrivent Congo, Congo nouveau. Alors nous on était là depuis le matin, après ce matin là, il y a les soldats de l'FARDC qui ont arrivé. À partir de 0h mpaka saa hii hakuna activité yenye inafungiwa, mabotike zote zinafungiwa, banafunzi nabo banalia tu ya masomo. La situation a été plus vite maîtrisée par l'armée et la police après affrontement avec les rebelles, lesquels ont fait environ 6 morts côté assaillants et 3 seulement côté armée congolaise. Environ 36 assaillants, dont une femme, ont été capturés et 14 armes saisies, selon le bilan donné par le gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bidjekassi. La situation aujourd'hui dans la ville de Bukavu est sous contrôle. J'appelle notre population au calme, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, la police, l'armée et les services de sécurité, pour dénoncer ces malfaiteurs. C'est vers midi que quelques activités ont repris après la sensibilisation du gouverneur dans certains coins de la ville de Bukavu. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce mercredi 3 novembre 2021 à la primature une importante réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation qu'a prévalu depuis les petites heures du matin à Bukavu, province du Sud Kivu, en croire le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité qui s'est confié à la presse à l'issue de cette réunion. La situation sécuritaire est sous contrôle des FARDC et de la police nationale congolaise. COP26, en sa double qualité du chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a démontré devant ses pairs que la République démocratique du Congo est un pays solution à la crise climatique. Il a conjointement signé avec le Premier ministre britannique Boris Johnson le document accordant 500 millions de dollars pour la préservation des forêts d'Afrique centrale pour une durée de 10 ans. Suivez. Ministre du Royaume-Uni, messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole du haut de cette tribune consacrée aux forêts
et à l'utilisation des terres. Permettez-moi de féliciter de manière particulière M. Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, pour cette initiative. Je voudrais saluer particulièrement l'intérêt porté sur le bassin du Congo par ce sommet des leaders mondiaux. En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé au risque de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques car autrement il en résulterait une crise écologique majeure. Dans le cadre de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, la COMIFAC, les pays membres du bassin du Congo partagent la vision d'un avenir durable. À cet effet, ils focalisent leurs efforts sur l'amélioration des conditions de vie de leur population. Dans le but d'assurer que ces populations ne contribuent pas à dégrader les ressources forestières, les solutions alternatives leur proposées sont l'agriculture écologique, la production de l'énergie propre et durable, ainsi que la préservation des droits des communautés locales et des peuples autochtones. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo, comme pays solution, porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Mesdames et messieurs, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai récemment lancé le plan de relance verte pour l'Afrique qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique. Fidèle à cette ambition, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Le premier président du Conseil d'État, le professeur Vundoawe Tepemako et les procureurs généraux près les conseils d'État Octave Ntela Ziela informent le public que la rentrée judiciaire 2021-2022 du Conseil d'État se tiendra le lundi 8 novembre 2021 dans la salle de congrès du Palais du Peuple. C'est communiqué et signé bien sûr par, je dirais, la cellule de communication de presse. Tenu mardi à Kananga d'une marche des victimes de massacre du Grand Kassai ayant pour mobile exiger l'implication du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et dénoncer la passivité de la communauté internationale quant aux crimes graves commis dans l'espace Grand Kassai lors des atrocités liées bien sûr à la milice Kamwina Nsapu et les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage. Composé de survivantes et victimes des massacres du Grand Kassai qui ont présenté leur ras-le-bol ce mardi 2 octobre 2021 à Kananga pour attirer l'attention du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, sur les actes ignobles perpétrés dans la région du Grand Kassai lors des atrocités de la milice Kamwina Nsapu, qui a fait environ 20 000 victimes, dont 12 000 cas de survivantes de violences sexuelles et 8 000 cas considérés comme crimes graves. Arrivés au Capitole, devant le président de l'organe délibérant du Kassai central, ces victimes accompagnés de leur coordonnateur Mira Moulumba, révèlent. Relativement aux faiblesses qu'accuse l'appareil judiciaire congolais, l'association des victimes du Grand Kassai était obligée de camoter le mur pour saisir la Cour pénale internationale en vue de faire prévaloir toutes les prétentions des victimes de cette partie de la République, y compris l'affaire de deux experts internationaux pourtant venus au Kassai pour notre cause. Ce dépôt de la plainte à la Cour pénale internationale devra logiquement être une interpellation pour vous-même et votre gouvernement. Nous venons en tant que victimes de ces événements malheureux
saluer la mise en place du Fonds national de réparation en faveur des survivantes de violences sexuelles et les victimes de crimes graves. Jérôme Muntou, chef de l'organe délibérant, a pour sa part promis son implication pour faire parvenir les mémos acquis des droits. Avant de jeter l'encre à cette manifestation, ces victimes ont déposé les mémos au gouvernorat, à l'absence de l'autorité provinciale. La deuxième personnalité du groupe rebelle Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain, cher au chef rebelle Janvier Kaiziri, s'est rendu au FARDC à Kinshasa, dans le territoire de Massissi. Le général autoproclamé Kapitula Eli et ses hommes avec 24 armes ont été accueillis par le commandant Sokola II, le général de brigade Moueoulumbu Évariste. Regardez. Kinshasa, territoire de Massissi, a envahi ce lundi par une foule compacte, pas pour un meeting populaire, mais pour être témoin de la reddition du général autoproclamé Kapitula Balikafa Eli, numéro 2 de la rébellion de la PCLS, venu se rendre avec une trentaine d'hommes et une vingtaine d'armes. Mimi ni général, commandant Sego wa général Janvier, na ikiwa nimefika hapa sijitume mimi mwenyewe na sifika sema niko natoroka, hapana, lakini kitendo nimefanya hapa siku sichache mtamuona naye Karairi anasimama hapa anabasalimia sakiti niko nabasalimia. La société civile noyau de Kinshasa salue la reddition de ce numéro 2 de la PCLS qui a officiellement remis ses hommes et armes au commandant Sokola II, le général de brigade Moueoulumbu Évariste. Cette reddition, c'est un symbole fort pour la paix en chefferie de Bachali. Cela prouve en suffisance que les APCLS qui restent aussi dans la forêt vont regagner et vont emboîter ce pas de ce que Eli vient de faire. Pour le lieutenant-colonel Djike Kaiko Guillaume, porte-parole Sokola II, plus rien n'empêchera les FARDC à débarrasser Massissi des groupes armés. Aujourd'hui, vous venez de voir qu'il y a encore une trentaine d'éléments qui viennent de se rendre, mais aussi on vient de vous présenter à peu près plus de 24 armes. C'est pour vous dire que le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola II s'attelle chaque jour qui passe à matérialiser le je veux du chef de l'État, lequel je veux consiste à pacifier toute la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà le pourquoi de l'état de siège et voilà pourquoi tout le monde doit mettre la main à la pâte. Une fois de plus, une façon de vous dire, comme nous l'avons dit la fois passée, incessamment Massissi sera déclaré comme un territoire sans activisme des groupes armés. Depuis le début de l'état de siège, le secteur opérationnel Sokola II vient de récupérer 549 armes, dont 287 pour les redditions et 262 issues des opérations, avec 921 rendus. Restons toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui est déterminé à assainir tous les espaces liquides sous ordre de l'amiral Ngoy Ejide John, commandant du 33e groupement naval de l'unité de surveillance du lac Édouard, a procédé à la troisième phase d'incinération de matériel de pêche prohibé dans le pêcherie du lac Édouard. Reportage. Deuxième phase de la patrouille conjointe régionale Ouganda-RDC au lac Édouard, l'unité nationale de surveillance du lac Édouard sous l'impulsion des autorités de l'état de siège déterminée à assainir le lac Édouard sur ordre du contre-amiral Ejide Ngoy John, commandant du 33e groupement naval avec l'appui du projet LIF de RDC, a incinéré dans l'avant-midi du 28 octobre 2021 à Vichumbi 54 pirogues, 5 scènes de plage et 45 tas de filets prohibés.
Le capitaine des vaisseaux Amisi Wanyata, commandant de la 333e base navale à Vichumbi, promet amplifier les patrouilles sur le lac, mais aussi poursuivre l'ennemi qui insécurisait les pêcheurs sur le lac jusqu'à son dernier retranchement. Il s'exprime en ces termes. Actuellement, vous voyez maintenant le travail que nous venons d'accomplir ici. Pour le faire voir maintenant, c'est que nous, ces derniers puissent cesser de continuer. Et nous continuerons jusqu'à la fin pour terminer presque les derniers clandestins dans ces lacs. Pour ingénieur Simba Kasongo, l'officier de pêche de Nyakakoma, l'assainissement du lac Édouard avance à pas des géants et depuis que la force navale a chassé les groupes armés autour du lac, la pêche illicite est en train de disparaître. Les patrouilles commencent déjà à donner des bons fruits par rapport à l'ancien temps. Il y a diminution des pêcheurs clandestins sur le lac et nous commençons déjà à produire des bons poissons, des poissons de bonne qualité. Notons qu'après l'incinération à Vichumbi, le même jeudi 28 octobre dans l'après-midi à Nyakakoma, une pirogue, 3 scènes de plage et plus de 60 tas de filets prohibés. Et le vendredi 29 octobre à Kiavinyonge, 19 pirogues et plusieurs tas de filets ont été incinérés devant les services techniques de pêche pour chuter à Lunyasenge où on a incinéré un tas de filets et 3 pirogues. Retournons ici à Kinshasa où dame la pluie est de retour et les routes deviennent de plus en plus impraticables à cause du mauvais état de la route. C'est le cas de la route Matadi située non loin du rond-point UPN. La chaussée est tout simplement inondée par les eaux des pluies. Les constats et des bergers Kamanda et Sylvie Fortunemboula. Nous sommes sur la route de Matadi, près du rond-point UPN dans la commune de Galema où les eaux de pluie ont inondé la chaussée. La circulation après chaque pluie depuis un certain temps est devenue un casse-tête pour les usagers de la route à cause du mauvais état de cette route. Malgré les interventions de l'Office de voirie et drainage OVD qui a plusieurs fois jeté le pierre à cet endroit, la route reste impraticable. Les chauffeurs, le mototaxi souffrent pour passer dans cette route. Les embouteillages se créent sans fin car la manière dont la route est dégradée, la circulation est devenue tout simplement difficile. Depuis que cette route s'est dégradée, la circulation est devenue difficile. Ça a commencé depuis la saison sèche. Maintenant, avec la saison de pluie, la situation devient encore plus grave. L'OVD a jeté de pierres, mais ils n'ont pas fini leur travail. Que les autorités nous aident pour en finir de cette situation. Les nids de poules ont envahi la chaussée et cette situation crée des embouteillages à tout moment. Je suis l'habitante de ce quartier. Ces nids de poules étaient très petites. Mais avec la saison de pluie, il devient de plus en plus grave. Nous demandons aux autorités d'intervenir, des risques que ça crée une érosion. Les autorités compétentes doivent intervenir le plus tôt possible pour le bien-être des habitants de cette partie de la capitale. Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Sylvie Fortunemboula et Patim Bouzi ont entendu leur micro à Cissé Traoré, journaliste chez Congo Nouveau. Suivez. Vous savez que la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, a été attaquée par des rebelles Maïmaï depuis tard dans la nuit, jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que les FARDC ont réussi à les repousser. Ils les ont pourchassés de partout. Il y en a qui sont tombés, d'autres ont été appréhendés. Les plus amples détails vont vous être donnés, n'est-ce pas, dans les heures qui vont suivre. Mais sinon, il faut savoir que le calme a déjà été rétabli. Moïse Katumbi poursuit les consultations au niveau de la province du Haut-Katanga avant, n'est-ce pas, de revenir à Kinshasa pour ensuite rencontrer le chef de l'État. Mais aussi, il faut signaler que dans le domaine sécuritaire, c'est aujourd'hui que le Sénat a pour sa part prorogé pour la 11e fois l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'Assemblée nationale avait fait sa part hier, le Sénat l'a fait aujourd'hui. Clairement, la loi entre en vigueur aujourd'hui, juste après promulgation. Reprise des cours effectives dans différentes écoles conventionnées catholiques qui ont été en grève. Évidemment, les rencontres qui ont eu lieu entre le banc gouvernemental et syndical
au Congo central, en Mbouela Lodge, ont donné que l'intersyndicale a décidé de lever la grève, quand bien même qu'il y a des succursales provinciales qui voudraient maintenir la grève, mais sinon, à Kinshasa, une bonne partie des écoles a repris une fonctionnalité normale. L'état d'urgence décrété en Éthiopie, selon plusieurs sources, les rebelles tigréens sont seulement à 400 km de la ville d'Addis Abeba. C'est l'essentiel de cette page internationale avec nos confrères des France 24. Le gouvernement éthiopien brandit la menace d'un conflit généralisé. Addis Abeba vient de déclarer l'état d'urgence pour au moins 6 mois dans tout le pays. La déclaration d'état d'urgence sera présentée à la Chambre des représentants du peuple dans les 48 heures et sera promulguée. Mais sa mise en œuvre commencera dès maintenant, au moment de sa déclaration. Cette décision intervient 2 jours après que le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les habitants à prendre eux-mêmes les armes pour repousser les combattants du TPLF, les forces du Front populaire de libération du Tigré. Les rebelles ont revendiqué ce week-end d'importantes avancées territoriales. Malgré les démentis du gouvernement, ils affirment avoir pris 2 villes stratégiques, Dessi et Kombolcha, dans la région d'Amara, à quelques 400 km de la capitale. Si pour atteindre nos objectifs au Tigré, nous devons marcher sur Addis Abeba, nous le ferons. Mais nous ne disons pas que nous marcherons sur Addis Abeba. Depuis novembre 2020, les forces tigréennes font face aux troupes gouvernementales dans le nord du pays. En 1 an de conflit, malgré les appels internationaux au cessez-le-feu, des milliers de civils ont été tués. Dans le nord de l'Éthiopie, la situation humanitaire est désastreuse. Plus de 2,5 millions de personnes ont fui leur maison. Dans l'état du Tigré, plus de 5 millions de personnes sont en besoin urgent de nourriture, selon le Programme alimentaire mondial. Complétons l'actualité de ces mercredi 3 novembre 2021 dans cette revue de presse sélectionnée et commentée par Patrick Polydor Ngaziami. La participation du président de la République, Félix Tshisekedi, à la conférence des partis sur le climat COP26 qui se tient à Glasgow en Écosse est le sujet principal sur lequel les journaux sont revenus dans leur livraison de ce mercredi 3 novembre. Parlant de ces retombées, la Prospérité renseigne que cette participation a rapporté un financement de 1,5 milliard de dollars américains à la RDC en faveur de la protection du bassin du Congo pour l'échéance 2021-2025. Venus d'une dizaine de pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, en collaboration avec le Fonds Bezos pour la Terre, cette somme, arrachée par le président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, vient appuyer les efforts des pays du bassin du Congo dans la préservation des forêts, des tourbières et de toutes les réserves de carbone dans la sous-région. Plus précis, Forum des As écrit que Félix Tshisekedi et le Premier ministre britannique Johnson Boris ont, au nom du conseil d'administration de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale CAFI, signé un engagement de 10 ans, soit de 2021 à 2031, pour protéger la forêt de la RDC. Cet accord multi-bailleur débloquera dans un premier temps des investissements sur les terrains d'un montant de 500 millions de dollars américains pour les 5 premières années, ce qui signifie que le 1,5 milliard de dollars concerne la période de 2021 à 2031. La tempête des tropiques s'est plutôt intéressée à la recette avec laquelle Félix Tshisekedi a séduit à la COP26, à savoir celle de la RDC qu'il a présentée comme le pays solution. Avec plus de 60% des forêts du bassin du Congo, elle est le 2e poumon mondial de lutte contre le changement climatique, sans oublier ses grands puits de stockage de carbone et des minerais stratégiques essentiels à la transition énergétique. Et après plusieurs jours passés en dehors du pays pour des raisons liées à un agenda diplomatique surchargé et aux résultats favorables, écrit le journal, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo regagne le pays sous peu. Et l'Union sacrée pour la nation lui prépare un accueil triomphal. Elle entrevoit de mettre à contribution tout ce qu'elle a comme force en vue de démontrer à la face du monde qu'entre Fachi
et la population, c'est le grand amour. Un grand pas pour l'administration congolaise. Il s'agit du protocole d'accord signé entre le gouvernement et le banc syndical. Selon cet accord, renseigne l'avenir, le salaire de l'huissier passe de 95 à 120 $. En plus, l'IPR, qui était de 15%, sera désormais à 3%. Et puis, De Poste s'est intéressé à la marche du 6 novembre prochain, entrevue par les forces politiques et sociales dans lesquelles se retrouvent le KLCC, le Milapro, l'AMUCA et plusieurs organisations politiques et sociales. Ngoïka Sanji, que le journal n'hésite pas à qualifier de néo-tshisekidiste converti, prévoit de contrecarrer cette marche par une autre marche que son parti, Solidarité des nationalistes, projette pour soutenir le nouveau bureau de la CENI ainsi que les institutions de la République, ce qui va, à coup sûr, pour les tabloïds, donner lieu à un clash que le hasard a longtemps repoussé. Enfin, procès Matata, EcoNews l'évoque en faisant mention de l'inquiétante nervosité de la Cour et des institutions. Pourquoi tant de nervosité dès l'entame du procès Matata Pogno dans le cadre de l'affaire Boukangalonzo, se demande le tri-hebdomadaire. L'explication ne va pas tarder, répond-il, parce qu'à n'importe quel prix et quelle que soit la durée, il y aura un verdict qui fixera chacun sur la justesse de ses appréhensions. Le 8 novembre prochain, c'est la reprise du procès, indique EcoNews, et l'on s'attend à ce que la Cour constitutionnelle s'engage dans le débat de fond après l'audience du 25 octobre dernier. Bonsoir. Avant d'éclore complètement ce journal, découvrons les principaux titres. Après une nuit très agitée, le calme est revenu dans la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Suite à l'incursion du groupe rebelle CPC 64, les assaillants ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les pluies sont de retour à Kinshasa avec toutes ses conséquences sur les vécus quotidiens de Congolais. Les chaussées sont inondées à l'exemple de la route Matadi. Délabrée, la route a cédé la place aux eaux de pluie. Fin de cette grande édition du journal sur la chaîne de référence Antenne A. Sylvie Fortuné Mboula qui a coordonné mes charges de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le territoire de Bolomba. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Retrouvez à 7h Patricia Bassois, 16h Lydia Elambo. Je vous retrouve à 19h pour la grande édition.